cet après-midi. Voilà, peut-être pour juste terminer la présentation, j'ai été porte-parole, un des porte-paroles de la mobilisation en 2012, donc des étudiants québécois et québécoises contre une hausse des frais de scolarité. J'ai été militante dans le mouvement étudiant pendant un moment, dans le mouvement syndical également, un peu avant et un peu après. Et donc, j'ai parlé un peu avec Arthur avant de prendre la parole, et on s'est dit que peut-être ce qui était intéressant, c'est de faire une présentation assez générale, puisque je ne sais pas jusqu'à quel point vous connaissez ce qui s'est passé au Québec il y a quelques années. Donc, je pense que l'idée, pour moi, cet après-midi, c'est de faire une présentation assez générale et assez courte, pour qu'ensuite on ait vraiment l'occasion d'échanger, de discuter, de prendre vos questions, vos commentaires aussi. Et donc, je vais y aller donc d'une présentation assez générale. Il y a deux autres précisions que je voulais faire avant de commencer. Deuxième précision, c'est tout simplement de rappeler que, donc, comme vous allez le constater, le mouvement étudiant québécois en 2012 a été un mouvement très long. Ça s'est étendu sur plus de 6 mois. Ça a été un mouvement très large. Hein, on parle de manifestations avec 400, 450 000 personnes, surtout des étudiants et des étudiantes dans les rues, avec des centaines de milliers d'étudiants et d'étudiantes en grève. Et il y avait au sein de ce mouvement-là, et même au sein de l'organisation que je représentais à l'époque, plusieurs familles politiques, plusieurs tendances politiques, plusieurs visions politiques. Et il y a eu donc je dirais, il existe de ce mouvement plusieurs bilans, plusieurs interprétations différentes. Je ne prétendrai pas aujourd'hui vous livrer la version officielle ou le bilan officiel. Ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est mon analyse, une analyse qui est personnelle, et il existe beaucoup d'autres analyses, beaucoup d'autres visions de la lutte. Je voulais mettre ça au clair avec vous pour ouvrir, disons, de l'espace pour le débat, puis qu'on s'entende sur le fait que ce que je vous partage aujourd'hui, c'est ma vision des choses, et c'est une vision qui est située. Hein, le point de vue qui était le mien en 2012, c'est un point de vue qui était très particulier. Hein, celui d'un porte-parole national qui a passé l'essentiel de la grève dans des réunions, dans des instances politiques, dans l'espace public, dans des réunions de négociation avec les ministres. Donc, le point de vue que j'ai, ce n'est pas le point de vue qu'ont eu, par exemple, des militants ou des militantes qui ont passé 6 mois dans la rue, concrètement. J'ai participé à des centaines de manifestations, mais c'était pas ça mon expérience, disons, quotidienne de la mobilisation. Évidemment, le point de vue que j'ai eu informe mon analyse. Je voulais faire ces précisions épistémologiques presque avant de commencer. Troisième précision que je voulais faire, c'est de dire que, bon, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le mouvement en 2012. Il y aurait tellement d'angles possibles, je ne pourrais pas tout les couvrir. On s'est entendu sur un programme général avec Arthur, que je vais vous présenter à l'instant, mais c'est sûr qu'il y a des éléments que je n'aurais pas le temps d'aborder. Par exemple, le rapport aux médias, le rapport au mouvement syndical, le rapport à la police, c'est le genre d'éléments que je n'aborderai pas durant ma présentation, mais évidemment, je vous invite chaleureusement à me relancer sur ces éléments-là durant la période de questions, parce que je ne pourrais pas les couvrir durant ma présentation, que je vais essayer, ça va être difficile, que je vais essayer de garder à 40 ou 45 minutes maximum, pour qu'on ait ensuite au moins un autre 45 minutes de discussion ensemble. Donc, le programme que je vous propose, c'est d'y aller en 3 volets. Premièrement, je vais présenter des éléments de contexte, donc contexte politique au Québec, contexte également du mouvement étudiant québécois, parce qu'il existe évidemment des différences assez fondamentales dans la manière dont le mouvement étudiant québécois, historiquement, s'est structuré, et la manière dont les mouvements étudiants en Europe en général et en Suisse en particulier se structurent et se sont structurés. Deuxième volet, je vais vous parler plus en détail de la classe, donc, qui était l'organisation que je représentais à l'époque, qui est un syndicat national étudiant au Québec. Et troisième volet, vous parler peut-être de ce que je considère être certains succès, certains éléments qui pour moi expliquent la réussite du mouvement étudiant au Québec, mais aussi des éléments disons, des défis qu'on a rencontrés ou des contradictions auxquelles on a été confrontés et qui pour moi aujourd'hui ne sont pas encore résolues et restent ouvertes. Donc, c'est le programme que je vous propose. S'il n'y a pas d'objection, non, ok. Je vais commencer tout de suite. Alors, le contexte politique. C'est important d'en parler parce que
la hausse des frais de scolarité, elle est annoncée au Québec dans un contexte politique très particulier. Premièrement, vous savez peut-être que le Québec représente une exception dans l'écosystème politique nord-américain, hein, où, quand on regarde les différents indicateurs, on constate que le Québec est de loin la société la plus égalitaire en termes de revenus, en termes de patrimoine, la société également où il y a le moins de différences de revenus entre les hommes et les femmes. C'est une société qui a résisté un peu plus que les autres à la montée du néolibéralisme en Amérique du Nord depuis 30 ans. Donc, l'État social québécois, pour le dire ainsi, existe encore, ou en tout cas existe un peu plus qu'au niveau du Canada anglais, au niveau des États-Unis. Il y a vraiment donc ce qu'on pourrait appeler une exception québécoise. Il y a vraiment un modèle de société qu'au Québec, on a appelé historiquement le modèle québécois. Un modèle, évidemment, qui n'est pas parfait, hein, qui est essentiellement un modèle social-démocrate, mais présence de services publics, présence de mécanismes de redistribution de la richesse, qui, quoi qu'on en dise, permet quand même d'assurer un certain filet social au Québec qui n'existe plus, plus souvent qu'autrement, au Canada anglais ou aux États-Unis. Et en 2010, donc, le gouvernement du Parti libéral du Québec, qui est un parti néolibéral, annonce son intention de déposer un budget et le ministre des Finances, donc, qui est le grand argentier de l'État québécois, donne une entrevue dans un grand quotidien montréalais et dit « J'avertis les Québécois, ce budget sera une révolution culturelle. » C'est ce que donc, le ministre des Finances, je vous rassure, il n'est pas maoïste, mais dit « Je vais procéder à une révolution culturelle. » Alors là, il y a déjà, on est en 2010, hein, il y a déjà donc un aveu, de la part du gouvernement, que bien sûr, il y a des mesures de privatisation, de tarification, bien sûr, il y a une augmentation des frais de scolarité, mais en faisant ce type de déclaration, ce que le ministre des Finances est en train d'admettre, c'est qu'au fond, ses intentions sont de transformer profondément la société québécoise. C'est lui-même qui le dit. Il dit « Nous allons faire une révolution culturelle. » Donc, dès le départ, les intentions du gouvernement du Québec sont très claires. Ce sont des intentions qu'on pourrait dire même, selon les termes même du ministre, révolutionnaires, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une volonté de procéder à un changement de cap massif. Il y a donc une attaque très clairement assumée à ce fameux modèle québécois dont je vous ai parlé. On est en 2010, donc. Le ministre des Finances donc, annonce son intention de procéder à une révolution culturelle. Quelques jours plus tard, dépose son budget. Et dans ce budget, on retrouve toute une série de mesures de privatisation de certains services publics et surtout des mesures de tarification, notamment en santé, notamment dans différents services publics, et surtout une augmentation de 75% ce que vous appelez ici les taxes d'études au Québec, les frais de scolarité, donc les frais d'inscription universitaire. Ces frais-là, donc, il annonce une augmentation de 75%, et le fait que l'attaque principale soit faite sur les frais de scolarité, ce n'est pas un hasard. Il faut comprendre que le Québec est l'endroit en Amérique du Nord où les frais d'inscription à l'université sont les plus faibles, mais ils sont les plus faibles de beaucoup. Les étudiants québécois vont payer 30 ou 40% de ce qui est demandé aux étudiants et aux étudiantes à l'extérieur de la province, ou donc, soit au Canada anglais, soit aux États-Unis. Donc, quand on dit qu'il y a une exception québécoise, il faut dire que, plus particulièrement, le modèle d'éducation supérieure québécois, il est à contre-courant totalement de ce qui se fait sur le reste du continent. Et donc, ce n'est pas un hasard si la principale attaque se fait sur cette question-là. C'est parce que le gouvernement libéral est très conscient qu'il s'attaque à un symbole. Il sait ce que représente la politique historique de bas frais de scolarité au Québec, et il sait aussi ce que représente le mouvement étudiant. Il sait très bien que s'il est capable de battre le mouvement étudiant sur l'enjeu des frais d'inscription, il sait qu'il va ouvrir une brèche et qu'il va envoyer en fait un signal à l'ensemble des mouvements sociaux, surtout au mouvement syndical. Ça va envoyer donc le signal qu'il est déterminé et qu'il est prêt à vraiment remettre en question des éléments fondamentaux de la société québécoise. Donc, c'est ça le contexte. C'est un gouvernement qui est très conscient de la radicalité politique de ses intentions. Et au fond, ce que le mouvement étudiant, en tout cas, ce que la gauche étudiante va faire, c'est tout simplement prendre au sérieux cette intention-là du gouvernement libéral et dire, d'accord,
Vous voulez mener un débat sur le type de société que nous avons, allons-y, faisons-le le débat. Et donc, à partir de 2010, où il y a l'annonce de la hausse des frais, mais en disant que la hausse va être appliquée seulement à l'automne 2012, un processus de mobilisation se met en marche. À partir de ce moment-là, avec évidemment au départ une première étape qui est simplement d'information, d'information, de sensibilisation auprès de la population étudiante, à expliquer qu'il y aura une hausse des frais de scolarité, que ça aura des impacts significatifs sur l'accessibilité aux études. Il y a en fait toute une première année au complet de mobilisation qui est consacrée strictement à parler de l'enjeu lui-même. Donc, parler de la hausse des frais de scolarité, parler du droit à l'éducation, parler de la nécessité de démocratiser l'enseignement supérieur. Donc, toute l'année 2010, en fait, va être consacrée à faire ce travail-là. En 2011, va être franchie une nouvelle étape dans la mobilisation et en 2011, donc un an avant le déclenchement de la grève en 2012, on va commencer à parler de grève, à en parler sur les campus, à faire voter, par exemple, une première journée de grève, 2 premières journées de grève. Il va y avoir comme ça une escalade très progressive, très, très lente même, de la pression. Il va y avoir toutes sortes de moyens d'utiliser par le mouvement étudiant, de la signature de pétitions, à aller jusqu'à l'organisation de pièces de théâtre, de vidéos, vraiment toute une série de moyens qui vont être pris un à la fois, un par un, des manifestations régionales, ensuite provinciales, ensuite nationales, vraiment une étape, vraiment une progression des moyens de pression. Et c'est cette lente progression, d'ailleurs, qui a été effectuée démocratiquement. Donc, les assemblées générales étaient, à chaque étape de cette escalade-là, consultées sur la prochaine étape au plan d'action. Et on en arrive donc, et là je vais évidemment très vite, parce qu'on vient de faire 2 ans. Là. 2 ans plus tard, donc, au début du semestre d'hiver 2012, on en arrive à un moment où, après 2 ans de mobilisation, dans les assemblées générales qui sont convoquées à ce moment-là, les étudiants, les étudiantes sont mis devant une alternative. C'est-à-dire, bon, vous avez été témoin avec nous du 2 ans de mobilisation que nous avons fait. Vous avez été témoin de l'ensemble des moyens qui ont été pris, notamment vous étiez à telle manifestation, vous avez vu telle occupation, vous avez vu la demande de négociation qu'on a fait au gouvernement, et vous avez vu surtout l'échec de l'ensemble de ces moyens-là qui ont été entrepris, et donc, ayant été témoin de ça, vous savez qu'il ne nous reste que 2 possibilités. Soit, en fait, 2 possibilités, sachant surtout que la hausse allait être appliquée au semestre suivant. Donc, les étudiants sont mis devant un choix. On leur dit, vous avez essentiellement 2 possibilités. Soit nous reconnaissons que notre mobilisation a échoué et nous arrêtons les moyens de pression, ce qui signifie une augmentation donc, de 75% des frais d'inscription. Soit, nous utilisons le dernier moyen qui est à notre disposition, le moyen ultime, qu'on n'a pas encore utilisé, et ce moyen, c'est la grève générale illimitée. Et je me rappelle, pour avoir été dans plusieurs de ces assemblées, de présenter la situation comme ça. Nous avons une alternative et nous devons choisir, c'est soit on abandonne, soit on utilise ce dernier et ultime moyen de pression, et à ce moment-là, mis devant cette alternative, une majorité d'étudiants et d'étudiantes au Québec vont opter pour poursuivre la lutte et donc pour entrer en grève générale illimitée. C'était très rapidement une présentation du contexte et de tout ce qui s'est passé en fait avant la grève. Le deuxième élément de contexte que je voulais donner, c'est quant à la structuration du mouvement étudiant québécois. La première chose, c'est un peu technique, mais je pense que c'est important pour comprendre la suite. Le premier élément à mentionner, c'est qu'au Québec, le membership dans un syndicat étudiant est obligatoire. Donc, si vous êtes étudiante, par exemple, en sciences politiques à l'Université de Lausanne, vous allez automatiquement être membre du syndicat étudiant de sciences politiques de l'Université de Lausanne. Vous allez automatiquement payer une cotisation à ce syndicat. Et cette association étudiante, ou ce syndicat, démocratiquement, donc en assemblée générale, peut prendre la décision ou non d'affilier, donc de devenir membre, d'une ou d'une autre fédération nationale étudiante,
association nationale étudiante. Donc, il y en a au Québec, il y en a plusieurs, mais de ces grandes associations nationales qui se construisent de manière fédéraliste et qui donc regroupent des associations, des syndicats locaux. Il y en a plusieurs, mais il y a deux grandes tendances. La tendance à laquelle j'appartiens, j'appartenais en fait, qui se réclame du syndicalisme étudiant, qui se réclame du syndicalisme étudiant de combat, de lutte, qui est un syndicalisme donc, qui fonctionne en démocratie directe, où les instances décisionnelles suprêmes sont les assemblées générales sur les campus. Donc, par exemple, votre assemblée générale en sciences politiques à Lausanne serait l'instance décisionnelle suprême où vous prenez les décisions. Donc, un modèle donc, de démocratie directe. Un modèle de démocratie directe. Et un modèle également de combativité où il y a une conscience très claire que ce n'est pas par la négociation ou la concertation avec le gouvernement que les avancées se font et se sont faites, mais également une vision progressiste du syndicalisme, donc où cette frange du mouvement étudiant s'implique dans toute une série de débats de société et prend des positions sur plusieurs enjeux, pas seulement sur des enjeux strictement étudiants. L'organisation en question s'appelle donc l'AC, l'Association pour une solidarité syndicale étudiante, qui va plus tard devenir, durant la grève, la classe, donc la coalition large de l'AC. Cette organisation-là, par exemple, a des positions sur les enjeux féministes, sur les enjeux du service public, de justice sociale en général, critique de l'austérité, critique du néolibéralisme, du libre-échange. Donc, on a vraiment un syndicat étudiant qui assume son rôle social, son rôle politique. C'est la tendance à laquelle j'appartenais, dans laquelle j'ai milité. Il y a une autre tendance que généralement on va appeler corporatiste, en tout cas, nous, on les appelle comme ça, qui adopte une approche davantage axée sur la concertation, sur le lobbyisme, sur ce qu'ils vont appeler la défense des intérêts étudiants, en prenant assez peu position sur des enjeux de société, puis en se concentrant vraiment sur la défense très, très, très limitée d'intérêts étudiants. Et donc, c'est également une organisation qui a davantage un mode de fonctionnement représentatif et non de démocratie directe, et avec une stratégie, donc, comme j'ai déjà dit, qui penche plus vers la concertation que la mobilisation de masse. Évidemment, c'est des présentations très schématiques, parce que ces organisations-là ne sont pas statiques, elles bougent, elles évoluent, mais grosso modo, dans la longue histoire du mouvement étudiant québécois, ce sont les deux grandes tendances qui existent. Ça fait le tour de mon premier volet. Je voulais parler donc du contexte politique, puis de ce qui a préparé la grève, et parler un peu de manière générale de quoi a l'air le mouvement étudiant. Je voulais également, en tant que deuxième volet, vous parler donc de la classe, de l'organisation que je représentais dans l'espace public, dont j'étais porte-parole, qui donc est l'organisation qui représente cette tendance syndicale et combative dont je vous parlais à l'instant. Je vais prendre un moment pour expliquer sa structure, la manière dont cette organisation-là fonctionnait, parce que, bon, j'ai la prétention que cette structure-là, la manière dont on s'est organisé en 2012, non seulement est en grande partie responsable de notre capacité de mobilisation importante, mais que cette structure est également porteuse de leçons de manière générale pour les mouvements sociaux et pour le mouvement étudiant. Il y a évidemment des éléments de spécificité québécoise, mais je crois qu'on a réussi à développer au Québec un modèle qui peut être intéressant de manière générale, en dehors du contexte québécois. Pourquoi est-ce qu'il est intéressant, ce modèle-là? Parce que je crois qu'on a réussi à équilibrer, à mettre en équilibre deux préoccupations, deux valeurs qui sont importantes dans la lutte et qui souvent s'opposent dans la construction des mouvements. Quelles sont ces deux valeurs? Bien, il y en a une qu'on pourrait dire, c'est la volonté d'avoir un fonctionnement démocratique, participatif, inclusif, où le plus de gens possible participent à la construction, à l'élaboration du mouvement. On pourrait l'appeler la préoccupation démocratique. Et d'autre part, une préoccupation d'efficacité organisationnelle. C'est-à-dire quand même la préoccupation que si on veut gagner des luttes, il faut être organisé de manière efficace et coordonnée. Donc il faut être capable de mener une lutte
Dans notre cas, au niveau national, où il y a une organisation qui fonctionne et qui a une certaine efficacité. On pourrait l'appeler la préoccupation d'efficacité organisationnelle. Mais ces deux valeurs-là, souvent s'opposent. Parce que souvent, en voulant avoir un mouvement très démocratique, très participatif, ça peut, en tout cas, il y a un risque que ça se fasse au détriment d'une certaine efficacité, d'une certaine rapidité, d'une capacité à agir rapidement et à coordonner les forces et la lutte au niveau national. Inversement, il y a un risque, en voulant être trop efficace, trop rapide, trop puissant même, à délaisser ou à délaisser le fonctionnement démocratique et qu'on assiste donc à un phénomène de centralisation, sous prétexte de vouloir être plus efficace et plus coordonné. Le modèle de la classe, je trouve, a réussi à créer un équilibre intéressant entre ces deux valeurs-là, entre ces deux préoccupations-là, qui pour moi sont toutes les deux importantes. Quelle est donc cette structure? Comme j'ai dit, il y avait à l'intérieur de cette coalition d'associations étudiantes des composantes importantes de démocratie directe. Donc, si on reprend notre exemple de l'Association de sciences politiques de l'Université de Lausanne, tous les étudiants et toutes les étudiantes, en tant qu'ils sont inscrits dans ce programme, sont automatiquement membres de leur association ou de leur syndicat local. Ils ont donc tous un droit de vote à l'Assemblée générale et l'instance où cette association prend des décisions, c'est l'Assemblée générale. Évidemment, il n'y a pas toujours autant de gens, mais ce qui est clair, c'est qu'en moment de grève, en moment de mobilisation intense, on avait des assemblées assez populeuses. Ces assemblées-là discutaient de la stratégie, du plan d'action, des lignes de communication, des offres du gouvernement, bref, discutaient de l'ensemble des questions qui étaient proprement politiques dans le mouvement, adoptaient une position, donc se positionnaient collectivement sur un enjeu, à majorité simple. Cette assemblée-là mandatait des délégués d'aller siéger dans un congrès qui était le congrès national de la classe, où se rassemblaient l'ensemble des délégués de l'ensemble des assemblées membres de la classe. Donc, les gens de sciences politiques de Lausanne, mais aussi les gens d'une autre université, d'un autre programme ou d'un autre collège, tous avaient leurs assemblées pour adopter des positions et envoyer des délégations à ce congrès national. Il y avait, durant la grève, une assemblée générale par semaine dans chaque association et un congrès national par semaine, qui était la fin de semaine. Donc, durant la semaine, les gens discutaient dans leur campus, envoyaient des délégués chaque fin de semaine dans un congrès où il y avait à peu près 85 syndicats locaux membres de notre syndicat national. Donc, il y avait une délégation de 1, 2, 3, 4 personnes par association, selon le principe une association, un vote. Peu importe la taille donc de l'association, chaque syndicat local avait un vote à ce congrès. Et ce congrès fonctionnait au fond comme une deuxième assemblée générale, où les délégués devaient défendre les mandats dont ils avaient hérité de leur assemblée générale dans les jours précédents. Il y avait un débat, il y avait un vote, et étaient adoptés donc des mandats, des positions, des propositions, qui devenaient donc les propositions nationales, les positions nationales de la classe. Moi, je faisais partie, disons, du troisième étage de l'édifice, qui était le conseil exécutif donc, de ce syndicat national, et dont la tâche était d'appliquer ou d'opérationnaliser les mandats, les propositions, le plan d'action qui avait été adopté par ce congrès. Il y avait aussi des comités de travail qui aidaient le conseil exécutif parce qu'il y avait quand même un congrès par semaine, donc beaucoup de tâches, mais sans entrer dans les détails, parce que ce n'est pas ça le plus important. L'essentiel, pour moi, c'était de montrer qu'il y avait donc une vie démocratique assez active, assez dynamique, avec un aller-retour constant entre donc, le Congrès national, les assemblées, sur une base hebdomadaire, mais qu'il y avait aussi en parallèle un niveau donc de coordination nationale puis d'organisation nationale qui était significatif et qui était important. Donc, au niveau du conseil exécutif, on avait notamment comme mandat d'organiser les congrès, d'organiser les instances, mais aussi d'offrir, par exemple, du support organisationnel aux syndicats locaux. Si, par exemple, en sciences politiques à l'Université de Lausanne, vous voulez faire une assemblée, mais vous avez besoin de ressources, vous avez besoin d'aide pour mobiliser pour votre assemblée, ou vous voulez que quelqu'un de la classe vienne présenter, par exemple, l'état du développement des négociations avec le gouvernement, nous, on est en mesure, de manière centralisée, de vous envoyer quelqu'un pour faire ce bilan-là. Donc, il y avait, oui, une vie démocratique importante, mais aussi
on avait une machine organisationnelle qui nous permettait efficacement de répondre aux besoins de mobilisation, d'organiser aussi des manifestations. On en a organisé plusieurs, mais qui nous permettaient d'organiser des manifestations où il y avait 100, 150, 200, à certains moments 350 000 personnes. Mais pour organiser ce type de manifestation-là, ça prend un mouvement qui a une certaine capacité d'organisation, puis qui a des ressources aussi financières et organisationnelles pour le faire. Et je crois qu'on a réussi un peu à faire les deux. Donc, on a réussi à être présent dans l'espace public, à aller en négociation avec le gouvernement. Ça n'a jamais rien donné, mais au moins on était en mesure de le faire. On était capable d'apporter du support aux syndicats locaux. Tout ça de manière très démocratique, avec des assemblées générales de plusieurs milliers de personnes, où les étudiants, les étudiantes, disons, ordinaires, qui n'étaient pas donc des militants ou des militantes à temps plein, étaient consultés à chacune des étapes, à chaque semaine, sur chaque élément. Donc, pour moi, on a ici une structure qui répond en partie à ces deux préoccupations-là. Je voulais parler des dynamiques entre les différentes... Je voulais parler des dynamiques entre les différentes organisations, mais je ne suis pas dans mon horaire déjà. Alors, je vais laisser ça de côté. Peut-être on y reviendra durant la période de questions. Je vais passer tout de suite à mon troisième volet, qui était la question des succès et des défis, comme j'ai dit tout à l'heure. Un autre équilibre qu'on a su trouver, je pense, en 2012 à la classe, c'est un équilibre entre, encore une fois, deux éléments, entre d'une part l'importance d'avoir, en tant que syndicat étudiant, une revendication claire, immédiate, même on pourrait dire relativement pragmatique, qui était l'annulation intégrale de la hausse des frais d'inscription. Donc on a été capable d'articuler cette revendication assez immédiate et pragmatique avec un deuxième niveau de discours qui était un discours plus politique, plus général sur la transformation des universités, sur l'austérité, sur le néolibéralisme, sur la crise financière. Donc vraiment, ça aussi souvent, c'est des choses qui peuvent aller en contradiction. Puis on le voit beaucoup dans l'évolution des mouvements sociaux. En tout cas, au Québec, je vais me contenter de parler du contexte que je connais, il y a eu historiquement une évolution du mouvement syndical. On a un mouvement syndical qui s'est de plus en plus recentré sur des revendications très corporatistes, très précises, une stricte défense donc des intérêts de ses membres, au détriment souvent du projet de transformation sociale, au détriment de la promotion d'un projet politique plus large. Bon. Ça existe peut-être aussi ici, en tout cas au Québec, on a vu le mouvement syndical subir cette transformation-là. Et en parallèle, il y a eu une réaction. Il y a eu une réaction dans certains milieux progressistes, dans une partie de la gauche, où la réaction donc à ce mouvement corporatiste de certains mouvements sociaux, la réaction, ça a été de faire complètement l'inverse. Donc, de se braquer dans une posture où on mettait de l'avant un discours très systémique, très général, très abstrait, avec une condamnation, par exemple, du néolibéralisme, de l'austérité. Une volonté, donc, de mobiliser les gens sur des idéaux qui sont abstraits, qui sont généraux. Et ça, c'était beaucoup, donc, en réaction à des excès de corporatisme. Le problème de l'excès de corporatisme, ça a été, et on le voit actuellement, une perte de rapport de force, ça a été un recul du mouvement syndical, ça a été une dépolitisation aussi massive des salariés, des syndiqués. Mais le problème aussi avec la réaction, c'est-à-dire avec la posture, comment la qualifier, la posture donc de mise de l'avant de trucs très systémiques, très globaux, très abstraits, ça a été en fait de souvent permettre une mobilisation assez restreinte. Et il y a eu comme une espèce d'abandon de la perspective de faire des mobilisations de masse au profit d'une stratégie qui disait, bien, on va convaincre quelques personnes très convaincues, ils vont être très peu nombreux, mais très convaincus, puis on va essayer de frapper fort. Bon. À la classe, on a essayé de concilier ces deux éléments-là. Comment on l'a fait? Bien, on l'a fait tout d'abord en mettant de l'avant une revendication de grève claire et limpide.
Et quand on parle de conditions de grève, ça veut dire également, c'est aussi une condition de retour en classe. Hein? Et ça, c'est important. Quand on démarre une grève, la revendication qu'on met, en théorie, c'est la condition pour terminer la grève. Et donc, on était très conscient qu'il était très important qu'à ce niveau-là, la demande soit très claire et très limpide et qu'elle ne laisse aucune ambiguïté quant à la raison précise et immédiate pour laquelle on consultait les gens sur la grève. Cette demande-là, ça a été donc l'abolition de la hausse des frais de scolarité dans une perspective à long terme de gratuité scolaire. Et la manière donc d'articuler le truc, c'était de dire la revendication de grève, donc la condition de retour en classe, c'est l'abolition de la hausse, ce qui est synonyme donc de gel des frais d'inscription. Et la raison pour laquelle on s'oppose à la hausse, c'est que notre projet à long terme, c'est la gratuité scolaire, donc l'abolition de tout frais d'inscription. Mais il était très clair dans l'esprit des gens qui votaient pour la grève que la demande de la grève, c'était l'abolition de la hausse. Il n'y avait pas d'ambiguïté à ce niveau-là. Parallèlement donc à cet aspect plus étudiant, plus concret, plus pragmatique, il y avait autour donc de cette revendication-là tout un discours qui a été développé et qui a été largement diffusé sur les campus, un discours qui réinscrivait donc cette demande particulière et cette attaque particulière que représentait la hausse des frais de scolarité dans son contexte social et politique. Donc, dans le contexte de la marchandisation des universités, évidemment, mais dans le contexte également de la vague d'austérité post-crise, dans le contexte plus général de la montée du néolibéralisme. Donc, il y avait dans l'argumentaire, dans le discours, dans l'approche, toute une série d'arguments et de valeurs et de projets qui étaient mis de l'avant et qui servaient un peu à mettre de la viande autour de l'os. Et l'os, c'est toujours resté quand même l'abolition de la hausse des frais de scolarité. C'est la manière dont nous, on a essayé donc d'articuler ces deux préoccupations-là. Et si j'insiste autant sur cet élément-là, c'est que je le trouve particulièrement important. Parce que moi, ce que j'ai constaté durant ma courte expérience dans le mouvement étudiant, c'est que souvent, il est assez facile, en tout cas, il est relativement facile de démontrer aux gens qu'ils sont, par exemple, objectivement désavantagés par une décision. Par exemple, quand on est allé parler aux étudiants ou aux étudiantes à partir de 2010, bon, il a fallu faire le travail, mais ça n'a pas été si difficile que ça de les convaincre que la hausse des frais de scolarité les attaquait, allait les appauvrir ou les endetter, et que donc, objectivement, ce n'était pas une politique qui était en leur faveur. Cette étape-là, qu'il a quand même fallu franchir, hein, parce que tout le monde n'était pas d'accord dès le début, mais ça a été relatif, ça a pris quelques mois pour qu'on franchisse ce cap-là. Le vrai défi qu'on a eu, la vraie difficulté majeure, ça n'a pas été de convaincre les gens que la hausse des frais de scolarité était une mauvaise idée. Ça a été de les convaincre de faire la grève. Ça a été même avant ça de les convaincre que c'était même envisageable et possible en 2015 de faire reculer un gouvernement et d'annuler une mesure qui avait déjà été votée par un budget, donc qui était devenu déjà une loi. Le vrai défi qu'on a eu, c'est celui-là. C'était devant des gens où quand on a réussi à se construire une majorité sur les campus qui disait « OK, c'est bon, la hausse des frais de scolarité, c'est une mauvaise idée », après ça, ça a été « Ouais, mais de toute façon, OK, c'est une mauvaise idée, mais on n'y peut rien. » Le vrai défi, et là où on a vraiment eu de la difficulté, c'est de les convaincre que non, on peut y faire quelque chose et même c'est possible de gagner. Et mon analyse, c'est que le fait d'avoir une demande rassembleuse, mais précise et pragmatique, qui était l'annulation de la hausse des frais de scolarité, hein, ça réduit le fossé. Parce que si on dit aux gens, on va en grève, pourquoi? En fait, contre les mesures d'austérité en général. Alors, tu es en train de dire aux gens, donc si on fait la grève jusqu'à temps que l'austérité n'existe plus, on va faire la grève longtemps. Et ça ne crée pas un incitatif très fort à se mobiliser. Ou en tout cas, peut-être d'aller à une manifestation, une fois, deux fois, mais d'aller en grève, c'est-à-dire de faire une cessation collective des activités de manière illimitée, c'est des sacrifices importants pour les individus, surtout ceux qui sont dans des situations précaires, et leur dire, on va la faire jusqu'à temps, par exemple, qu'on ait renversé le virage néolibéral, ça fait peur.
Et là, évidemment, bon, je prends un exemple caricatural volontairement, mais nous, on était très conscients de ce danger-là. On était très conscients de l'importance d'aller rassurer les gens en leur disant, écoutez, on va se donner un objectif clair et précis, puis si on s'organise bien, et ensemble, on est capable d'aller gagner. Et le moment où on a réussi à convaincre les étudiants et les étudiantes de ça, c'est là vraiment que le mouvement a décollé. Parce que les gens se sont mis à croire que c'était possible, que de gagner. Le deuxième élément que je voulais mettre de l'avant à titre de succès, ou en tout cas de trucs qui ont bien fonctionné en 2012, c'est la capacité qu'on a eue à un certain moment d'élargir le mouvement avec donc ce slogan-là qui était « La grève est étudiante, mais la lutte est populaire ». À un certain moment, donc, bon, comme je l'ai dit, je me corrige, dès le départ, il y avait un discours déjà plus général, plus politique, qui inscrivait la hausse de la scolarité dans son contexte, mais tout de même, pendant les premiers mois, la grève et les actions et les manifestations étaient plutôt à majorité étudiante, au début. À un certain moment, on avait donc un gouvernement qui refusait de même nous rencontrer, qui refusait de négocier. Il y avait une répression policière qui s'accentuait très rapidement. À ce moment-là, on a eu conscience qu'il y avait des risques d'isolement et d'enlisement du mouvement qui étaient réels. Et à ce moment-là, on a joué une carte qui était très risquée en fait. Ça a été de officiellement, comme organisation, appeler à la transformation du mouvement en lutte populaire en disant, à partir de maintenant, nous appelons la population, nous appelons les travailleurs, les travailleuses, les familles à se joindre à nous. Nous avons besoin de votre solidarité et de toute façon, c'est un gouvernement qui nous attaque tous et toutes. Et là, on a vraiment opéré un virage dans notre discours dans l'espace public, dans nos slogans, mais aussi dans notre manière de s'organiser. Donc, au lieu de faire des manifestations surtout la semaine, donc durant des jours de travail, on s'est mis à privilégier des manifestations la fin de semaine, où donc les familles, les salariés ne travaillent pas. Donc, il y a vraiment eu tout un travail de dire, si on n'est pas capable d'élargir le mouvement, ça va se terminer. Et ça a fonctionné. Ça a fonctionné même au-delà de nos espérances. Le mouvement s'est transformé en lutte populaire. Il y a eu de ce premier geste de la classe d'initiative qui a dit, nous appelons, à l'époque on avait dit, nous appelons à un printemps québécois, nous appelons à vraiment un printemps de mobilisation massive. De cet appel-là vont apparaître toutes sortes d'initiatives. Donc, des assemblées populaires dans les quartiers, des assemblées aussi dans les villages, dans les villes, où les gens se sont réappropriés la structure de démocratie directe du mouvement étudiant pour l'utiliser dans leur vie quotidienne, sur leur lieu de travail, dans leur quartier. Mais aussi, il y aura le mouvement des casseroles, sur lequel on pourra peut-être revenir tout à l'heure. Donc, réappropriation massive de l'appel à la désobéissance civile par la classe. Donc, mais tout ça découle de ce premier geste de la classe qui a pris un risque en disant on appelle à la transformation de notre propre mouvement. Et pour vous dire, à l'époque, c'était un pari. Hein. On s'est dit, bon, on va aller devant les caméras, on va dire ça, on va mettre de la pub partout en disant... Mais on n'avait aucune manière de savoir que ça allait réussir. D'ailleurs, on s'est fait un peu rire de nous par la plupart des médias qui trouvaient ça rigolo et assez mignon de voir donc les étudiants, les étudiantes de vingtaine d'années dire « Ah ouais, on appelle la population du Québec, blablabla. » Et finalement, bon, ça a fonctionné quand même. Et pour moi, une des raisons pour ça, c'est un élément que j'ai déjà souligné, c'est-à-dire le fait que dès le départ, en adoptant une posture qui n'était pas strictement corporatiste, dès le départ, en laissant ouverte cette porte-là, on a entretenu la condition de possibilité qu'ensuite ça se transforme. Alors que si on avait commencé notre mobilisation dès le départ sur des bases très, très, très corporatistes, notre appel, 3 mois plus tard, à dire « élargissons », serait probablement tombé à plat. Parce que les gens auraient dit ben, « ça fait 3 mois que vous manifestez seulement pour sauver votre propre portefeuille, on ne voit pas pourquoi on irait dans les rues avec vous. » Alors que le fait que dès le début, dans l'espace public, on disait très clairement la hausse des frais de scolarité, c'est seulement un élément de la révolution culturelle des libéraux, ben, on avait gardé la possibilité ouverte pour cet élargissement. Donc voilà. Les semestres ferment les campus. Donc, du jour au lendemain, les associations étudiantes se retrouvent sans local, sans ressources,
sans endroit pour faire leurs assemblées. Bon, la grève est encore votée, puisqu'elle n'a jamais été arrêtée, mais elle est un peu, on pourrait dire, suspendue, parce qu'il n'y a plus de vote, il n'y a plus d'assemblée, parce qu'il n'y a plus de locaux. Et donc, à ce moment-là, bon, c'est à ce moment-là que va arriver c'est à ce moment-là, donc, que la classe va être, on va se retrouver encore une fois un peu au pied du mur, en se disant, bon, là, on n'a plus d'assemblée, plus de campus, qu'est-ce qu'on fait? À ce moment-là, la classe va lancer un appel, et elle va d'ailleurs être la seule organisation à le faire, j'en suis très fier, la seule organisation à faire une conférence de presse et à dire, nous allons désobéir à cette loi, et nous appelons tous les étudiants du Québec à briser cette loi, à ne pas la respecter. Faut comprendre, il y avait dans cette loi un volet répressif très important, hein, avec des amendes salées. Et il y a donc un appel à la désobéissance qui est fait suite à un congrès de la classe. Quelques jours plus tard va avoir lieu la plus grande manifestation de tout le conflit, donc le 22 mai 2012. Et en parallèle va naître donc le mouvement des casseroles, mouvement massif de désobéissance civile, où par centaines de milliers, les familles québécoises vont descendre dans les rues à chaque soir à 20h en se promenant dans les rues, donc dans une confrontation ouverte, dans une confrontation manifeste de cette loi spéciale qui pourtant visait justement à interdire ce type de mobilisation spontanée. Donc, la loi ne fonctionne pas. Aucune amende n'est décernée parce qu'il y a trop de gens qui désobéissent. Donc, la loi a fonctionné sur son aspect de fermer les campus, mais son aspect de répression du mouvement, lui, a eu l'effet inverse. Il a en fait relancé la mobilisation, a fait élargir encore plus le mouvement. Et après 2 mois, donc après un mois de juin et de juillet, où il y a sans arrêt de la mobilisation, le gouvernement se rend à l'évidence, sa loi spéciale n'a pas fonctionné, se rend à l'évidence que, dans le fond, dès que les campus vont réouvrir pour terminer les sessions en septembre, de toute évidence, les grèves vont reprendre. Alors, à ce moment-là, le gouvernement du Québec va jouer sa dernière carte, sa dernière, mais probablement sa plus redoutable carte. Le gouvernement va démissionner, donc reconnaître son échec à gérer la crise, démissionne et appelle à des élections anticipées 1 mois et demi avant la fin de son mandat. Appelle donc à des élections. À ce moment-là, il va y avoir dans le mouvement étudiant une division majeure, sans surprise. Il y a donc les 2 autres organisations étudiantes, dont j'ai peu parlé jusqu'à maintenant, qui, elles, vont appeler massivement les étudiants et les étudiantes à aller voter et à défaire le gouvernement libéral. Du côté de la classe, qui est une coalition arc-en-ciel de toutes sortes de familles politiques, surtout à gauche, il va y avoir vraiment un malaise immense. Il va y avoir des débats très durs. C'est dans la foulée de ces débats-là que, personnellement, je vais remettre ma démission. Et là, à ce moment-là, la classe va avoir beaucoup de difficultés à prendre une position. Dans un premier temps, on n'appellera ni à la poursuite, ni à la fin de la grève. On n'appellera ni à la participation, ni à l'abstention. En fait, au début, la classe va être à peu près incapable de rien dire. Surtout que, rappelons-nous, les assemblées générales n'existent plus, puisqu'elles ont été suspendues avec la loi spéciale. Donc, on se retrouve devant un débat aux conséquences stratégiques immenses, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait dans le contexte électoral, mais un débat où il n'y en a plus d'assemblées, puisque les assemblées sont suspendues, il n'y a plus de campus. Donc, à ce moment-là, bon, il va y avoir du flou pendant plusieurs semaines. Finalement, la classe va en arriver à une position un peu en demi-teinte, puis il va y avoir un appel à poursuivre la lutte, sans spécifier si ça veut dire voter, pas voter. Bon. Et dans ce contexte-là, dans un contexte de confusion à généraliser, je pense, dès que les campus vont être réouverts, les assemblées générales vont être convoquées, et à ce moment-là, massivement, les étudiants, les étudiantes dans leurs assemblées vont voter le retour en classe, à l'exception près de quelques bastions militants à Montréal qui vont poursuivre à quelques jours après les élections, mais sinon, à ce moment-là, un peu dans une confusion, les assemblées vont voter le retour en classe. Bon, ça n'empêchera pas, les libéraux vont tout de même perdre l'élection, donc le gouvernement va être défait, vont être remplacés par un parti social-démocrate ou social-libéral qui, symboliquement, à titre de premier geste, va abolir la hausse des frais de scolarité, va abolir la loi spéciale, tout en maintenant
les bonifications de prêts et de bourses qui avaient été concédées par le gouvernement précédent à titre de compensation pour les effets de la hausse. Et ce gouvernement, donc, va être au pouvoir, il va d'ailleurs être élu, mais avec un mandat minoritaire, va être au pouvoir pendant 18 mois au Québec, et vers la fin de son... En fait, en avril 2013, donc après presque une première année de gouvernement, va organiser un grand sommet de concertation avec l'ensemble des acteurs, et va donc décider d'indexer les frais d'inscription à l'université, de les indexer au salaire, donc aux revenus disponibles des familles. Ça va être une décision qui va être acceptée par les organisations étudiantes dont j'ai peu parlé, qui va être très contestée par la classe. Il y aura une grève d'une journée, il y aura quelques manifestations, mais on est en avril, donc les semestres vont se terminer rapidement. C'était d'ailleurs très conscient de la part du nouveau gouvernement de procéder de la sorte. Donc l'été va arriver, et à l'automne, l'indexation va déjà être appliquée, et malheureusement, il va y avoir le mouvement étudiant aussi par essoufflement, aussi parce que beaucoup de militants sont pris avec des démarches juridiques. Bref, il ne sera pas en mesure de remobiliser une deuxième année de suite pour combattre cette mini-hausse des frais de scolarité. Ce qui m'amène à ma conclusion, puis un peu un bilan très très préliminaire, puisqu'on va continuer à discuter ensemble. La grande question donc qui est souvent posée, c'est est-ce que c'est une victoire ou une défaite? Mon analyse, et c'est très personnel, c'est que c'est une victoire. Parce que sur le plan de l'accessibilité aux études, on est passé... D'ailleurs, les frais de scolarité augmentaient déjà au Québec. Hein. Entre 2007 et 2012, ils avaient déjà augmenté de 30%. Donc, les frais de scolarité étaient en train d'augmenter. La hausse devait donc s'accélérer significativement. Cette hausse prévue-là, qui devait être suivie d'une indexation à l'inflation, d'une indexation au coût de la vie, a été bloquée, a été abolie. Et on s'est retrouvé finalement donc avec des frais de scolarité qui sont indexés à partir du niveau de 2012, indexés non pas à l'inflation, mais au salaire. Et je ne dis pas que c'est une bonne mesure. Personnellement, j'étais contre. En tant que partisan de la gratuité scolaire, j'étais contre. La nuance qui est pour moi importante de faire, c'est de dire qu'il faut quand même reconnaître que sur le plan de l'accessibilité aux études, il y a des milliers de personnes qui vont pouvoir aller, des milliers de personnes, des classes populaires qui vont pouvoir aller à l'université, qui ne seraient pas allées si cette grève-là n'avait pas eu lieu. Donc, il y a eu une victoire sur le plan de l'accessibilité aux études. Est-ce que cette lutte, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que cette lutte étudiante a réglé tous les problèmes? Bien sûr que non. Hein, le Parti libéral, donc, qui avait procédé à la hausse, a été réélu récemment. Il a renoué avec sa politique d'austérité. Donc, est-ce que cette grève étudiante a révolutionné le Québec? Est-ce qu'elle a été suffisante pour mettre fin à l'austérité? Non. Et ça, il ne faut pas chercher à dire le contraire. Ce qui m'apparaît par contre important à souligner, c'est que ce serait en demander beaucoup à une seule mobilisation, à une seule grève et à un seul mouvement social que de inverser que d'inverser une direction historique qui est une direction historique qui est profonde et qui est présente partout dans les pays développés. Donc, bien sûr que le mouvement étudiant québécois en 2012 n'a pas à lui seul freiné l'austérité, bien sûr. Sauf qu'il a significativement amélioré l'accessibilité aux études, et en tout cas empêché une catastrophe à cet égard-là. Et il a aussi, et ce n'est pas la moindre des choses, donné naissance à une génération de militants et de militantes. Et là, quand on parle d'une génération, on ne parle pas 10, pas 5, pas 20. On parle de dizaines de milliers d'étudiants et d'étudiantes qui ont vécu une expérience politique qui a changé leur vie. Hein. Il n'y a personne qui est ressorti de cette grève-là en étant la même personne que lorsque la grève a commencé. Des milliers de ces jeunes-là, aujourd'hui, sont dans le mouvement syndical, sont dans des organisations politiques, sont dans le mouvement féministe, sont dans le mouvement écologiste. On a vraiment... Il y a une génération de militants qui déjà aujourd'hui, irrigue l'ensemble des mouvements sociaux. Et donc, pour toute cette raison-là, je pense qu'il est important pour moi de faire un bilan positif de cette mobilisation-là, parce que je pense que dans le contexte où il n'y avait surtout aucun mouvement social qui avait réussi à faire reculer un gouvernement en Amérique du Nord depuis au moins 15 ans,
je trouve ça important de montrer que c'est possible d'aller chercher des victoires quand on se mobilise collectivement, démocratiquement, combativement. Donc, j'ai trop parlé, j'ai dépassé mon temps, je m'arrête ici, mais on peut prendre des questions et discuter ensemble. Merci. On peut faire ça, on peut faire ça.